J'ai compris que mon mariage était mort à 23h47 en regardant une story floue prise dans un bar de Lyon. Le genre d'image idiote qu'on envoie pour faire rire. Sauf que la femme assise sur les genoux d'un inconnu portait ma bague, mon nom presque signé, et mon avenir entre ses doigts vernis. Ce soir-là, quelque chose s'est cassé net. Et le pire, c'est que je n'ai même pas crié. J'ai juste commencé à réfléchir. La veille de notre mariage, notre appartement de Villeurbanne ressemblait à un catalogue Ikea sous anxiolytique. Des housses blanches sur les chaises, des cartons de dragées près de l'entrée, le costume pendu à la porte du placard, les alliances chez le notaire, parce que Lydia adorait centraliser les choses. Expression de contrôle freak déguisée en sens pratique. Elle était censée être chez sa meilleure amie, Chloé, pour son enterrement de vie de jeune fille. Une soirée simple entre filles, m'avait-elle dit, avec cette voix légère qu'elle prenait quand elle mentait, juste assez pour croire à son propre scénario. Moi, j'étais resté seul, avec une pizza froide, WhatsApp ouvert, et des messages de cousins déjà ivres qui me demandaient si j'étais prêt à devenir un homme rangé. Comme si signer un contrat de mariage chez un notaire du 6e arrondissement transformait un être humain en buffet de baptême. La photo est arrivée par hasard, ou plutôt grâce à l'algorithme et à la bêtise humaine. Une story repostée, puis supprimée, puis repartagée par quelqu'un qui n'avait pas compris que ce qu'il trouvait drôle allait me traverser le thorax comme un RER en retard. On y voyait Lydia, robe noire, rouge à lèvres impeccable, sa main sur l'épaule d'un type brun en chemise claire, assise sur ses genoux comme si c'était sa place naturelle. Lui souriait avec une intimité qui n'avait rien d'un jeu autour, des verres, des néons roses, les gloussements faciles des gens qui ne paieront jamais la facture émotionnelle des autres. J'ai zoomé. Encore. Encore. Comme si la pixelisation allait soudain devenir morale. Ce n'était pas seulement son sourire. C'était son visage entier, détendu, familier. Ce visage qu'on a quand on n'est pas surpris d'être touché par quelqu'un. À cet instant, j'ai senti un calme très étrange, presque insultant. Pas la jalousie, pas la rage. Non, quelque chose de plus froid. La sensation qu'on venait de m'annoncer un décès administratif. Dossier clos, signature en bas à droite. J'ai d'abord appelé Lydia. Elle n'a pas répondu. Puis j'ai envoyé « Joli enterrement de vie de jeune fille ». Vu à 23h53. Aucune réponse. Puis les 3 petits points. Puis plus rien. Le silence. Le silence est toujours plus bavard que les gens. Je suis allé dans le salon. J'ai regardé les plans de table posés sur la table basse. Sa mère avait insisté pour mettre son cousin Gérard, loin de la tireuse à bière. Ma mère avait accepté Chloé à la table d'honneur malgré son rire de mouette sous cocaïne. Tout le monde avait négocié des détails absurdes autour d'un événement qui venait de devenir une vaste blague municipale. Alors, j'ai ouvert Facebook. Oui, Facebook. Le cimetière préféré des scandales de province et des tantes qui écrivent en majuscules. J'ai regardé la case « Exprimez-vous » et j'ai écrit « Le mariage de demain est annulé. Certains enterrements de vie de jeunes filles enterrent surtout la vérité. Merci de respecter mon silence. » Je n'ai pas mis son nom. Je n'ai pas eu besoin. Dans une ville où les gens connaissent la mutuelle du voisin avant son groupe sanguin. Il suffisait d'une allumette. J'ai publié à 0h07, à 0h10. Les notifications tombaient déjà comme une fuite de plafond. Cousins, collègues, amis, anciens camarades de fac, une ex de terminale sortie du néant numérique pour m'écrire « Courage », ce qui en français signifie souvent « Je veux les détails ». À 0h19, ma sœur m'a appelé. Je n'ai pas décroché. À 0h24, la mère de Lydia a laissé 3 messages vocaux. J'en ai écouté un. Elle pleurait déjà, comme si j'avais renversé une pièce montée sur la République. Puis la porte d'entrée a claqué. Lydia est rentrée vers 1h, ses talons à la main, le mascara intact. Détail fascinant chez les gens qui prétendent avoir passé la soirée à faire les idiotes. Elle a trouvé l'appartement allumé. Moi, assis à table. La photo affichée sur l'écran de mon ordinateur. Et pendant 2 secondes, son visage a cessé de jouer. « C'est quoi ça ?» qu'elle a demandé. Et j'ai presque admiré le culot. « Une excellente question, Lydia.
Tu veux tenter une réponse adulte ou on reste sur le théâtre amateur? Elle a posé son sac, trop vite, puis a croisé les bras. Réflexe défensif. Manuel Pajune. C'était une blague, une mise en scène. Chloé a posté n'importe quoi. On s'amusait. J'ai hoché la tête. Bien sûr, parce que quand une femme fiancée s'amuse, elle finit naturellement assise sur les genoux d'un inconnu. Elle s'est approchée, nerveuse, trop précise dans ses gestes, comme quelqu'un qui marche dans un appartement où il sait avoir oublié un téléphone secret. Tu dramatises, Marc. Tu m'humilies pour une photo. J'ai souri. Sec. Non, Lydia. Je t'évite juste le buffet de demain. Imagine le prix du saumon pour accompagner ton numéro. Là, elle a compris que je n'étais plus dans la discussion. J'étais déjà dans l'inventaire. Elle a tenté de pleurer, sans conviction. Puis, elle a vu Facebook sur mon écran, et sa voix a changé. Tu as publié ça. Tu es malade. Ce « tu es malade » m'a intéressé plus que le reste, parce que les menteurs paniquent toujours de la même façon. Ils oublient le fond et attaquent la réaction, comme si l'incendie était moins grave que l'alarme. Tu veux que je supprime? J'ai demandé. Elle a répondu trop vite. Oui. Pas parce que c'est faux. Pas parce que tu te trompes. Juste oui. Pour sauver ce qui pouvait encore l'être. À cet instant, j'ai su que la photo n'était pas l'histoire. Juste la bande-annonce. Et quand son téléphone a vibré sur le plan de travail avec un message verrouillé, signé d'un simple T, j'ai compris que la nuit ne faisait que commencer. Je n'ai pas touché à son téléphone. Je précise, pas par noblesse. Je ne suis pas une affiche de prévention sur la confiance dans le couple, simplement parce que je n'en avais plus besoin. Quand on commence à mentir aussi mal, les preuves viennent toutes seules. Lydia a attrapé son portable avec une vivacité de pickpocket en promo. Elle l'a retourné écran contre paume comme si le geste pouvait effacer le message. Puis elle a levé les yeux vers moi avec cette expression blessée que certaines personnes réservent au moment où elles sont prises la main dans le sac, mais tiennent quand même à passer pour la victime principale. Tu me regardes comme si j'étais une criminelle. Qu'elle a soufflé. J'ai haussé une épaule. Non, une criminelle. Ça s'organise mieux. Elle a claqué sa langue, m'a traité d'hystérique, ce qui, chez une femme surprise en flagrant délit, reste un grand classique du répertoire. Puis elle a essayé une autre stratégie, le mépris. Tu fais un scandale pour une photo? Bravo, toute la ville adore déjà. Je lui ai répondu. La ville n'adore rien du tout. La ville s'ennuie. Tu lui as simplement offert du contenu. Elle a voulu récupérer la conversation, me forcer à parler mariage, invité, acompte du traiteur, décor floral, toutes ces petites choses pratiques qu'on brandit quand la vérité commence à sentir le gaz. Mais moi, je ne regardais plus Lydia. Je regardais les coutures, les détails, le fond de teint encore impeccable malgré une soirée supposément déjantée, sa robe qu'elle n'avait pas remise droit en rentrant, ce parfum un peu plus fort que d'habitude, et surtout cette nervosité sèche qu'elle avait quand elle craignait qu'un détail ordinaire l'envoie au tapis. Elle a fini par dire qu'elle dormirait chez Chloé, ce qui était comique, puisque Chloé l'avait déjà couverte une première fois. Je lui ai répondu qu'elle pouvait dormir où elle voulait, sauf ici. L'appartement était à mon nom, le bail aussi. Et pour une fois, le syndic me paraissait presque romantique. Elle a ri jaune, a pris une valise cabine, comme si notre relation pouvait tenir dans 40 cm de largeur. Puis, elle s'est tournée vers moi, avant de sortir. « Tu vas regretter ce que tu fais. » J'ai dit « Possible, mais pas autant que le fait de t'avoir cru. » La porte a claqué. Et après le bruit, il y a eu ce silence très spécial des appartements. Après rupture, même le frigo semble juger quelqu'un. J'ai peu dormi, évidemment, vers 4 heures du matin. Les messages continuaient, certains compatissants, d'autres déjà pleins d'une curiosité de vautour bien habillé. Un ami d'enfance, Julien, m'a écrit seulement « Tu veux la version publique ou la vraie ?» J'ai répondu « La vraie ». Il a envoyé « Demain, café, 10 heures, pas au téléphone ». Là, j'ai compris que le carnage avait commencé bien avant la photo. Le matin, j'ai annulé ce qui pouvait l'être. Le traiteur d'abord. La salle, ensuite, la fleuriste m'a demandé si c'était grave.
J'ai répondu « Disons que les pivoines auront une vie plus stable que mon ex-fiancé. » Elle n'a pas ri. Dommage pour elle. J'ai appelé aussi le notaire pour bloquer les dernières formalités. Entendre une voix calme me parler de report d'engagement pendant que ma vie sentimentale brûlait avait quelque chose de très français. On peut sombrer, mais avec dossier classé, vers 10 heures, j'ai retrouvé Julien dans un café près des Brotteaux. Terrasse étroite, chaises trop proches, espresso trop cher, donc un endroit parfait pour apprendre que votre vie était une farce premium. Julien bossait dans l'événementiel, connaissait tout le monde de près ou de loin. Surtout de loin, mais avec capture d'écran. Il m'a regardé 2 secondes, sans pitié, ce que j'ai apprécié. Puis il a dit « Le mec de la photo, je vois qui c'est. » Je n'ai pas bougé. « Je t'écoute. » Il a sorti son téléphone. M'a montré un profil LinkedIn, comme on montre un avis d'imposition. Troy Barron, directeur régional adjoint, boîte de conseil immobilier, où Lydia travaillait depuis 2 ans. Costume bleu, sourire de requin nourri au coaching. « Tu es sûr ?» j'ai demandé. Julien a fait glisser une autre photo, prise à une soirée d'entreprise. Même visage, même raideur de cadre supérieur, convaincu d'être charismatique parce qu'il coupe la parole en souriant. « Je suis sûr », il a repris, et ce n'est pas un inconnu d'un soir. Plusieurs personnes les ont déjà vus trop à l'aise ensemble. J'ai senti ma mâchoire se verrouiller. Pas de jalousie. Encore une fois, quelque chose de plus net, plus humiliant aussi. Le ridicule de comprendre que d'autres avaient sans doute observé des fragments d'évidence, pendant que moi, je distribuais des faire-part. Depuis quand ? J'ai demandé. Julien a tourné sa cuillère dans son café, sans la regarder. Je n'ai pas la date exacte, mais ces fameuses réunions tardives, ça fait un moment qu'elles font rire au bureau. Là, tout s'est remis en ordre. Les retards, les douches prises dès qu'elle rentrait, les repas sautés, les désolés, batterie morte, les week-ends où elle devenait soudainement très investie dans des présentations PowerPoint pour des gens qui, visiblement, avaient surtout besoin d'un lit discret. Je me suis souvenu de dizaines de petits détails qu'on enterre soi-même, par amour ou par paresse émotionnelle. Un mardi où elle avait prétendu rater le dernier métro alors qu'elle était rentrée en VTC depuis un quartier opposé. Un vendredi où elle m'avait dit avoir un after-work avec l'équipe, mais où elle avait désactivé sa localisation WhatsApp pour la première fois en 3 ans. À l'époque, j'avais trouvé ça bizarre. Pas grave, on appelle ça la confiance. En réalité, c'est souvent juste du confort déguisé. Julien m'a observé. « Tu comptes faire quoi ?» J'ai répondu « Arrêtez de subir. » Il a hoché la tête et a ajouté « Alors commence proprement. » Pas de coups de sang, des faits, des horaires, des noms. C'était exactement ce que j'avais déjà en tête. Je n'étais plus fiancé. J'étais en audit. En début d'après-midi, Lydia m'a envoyé un long message. Pas une excuse. Surtout pas un texte stratégique. Elle disait que j'avais réagi de façon disproportionnée, que j'avais détruit des mois de préparation, que sa mère faisait une crise de larmes, que des gens annulaient leur hôtel, que j'aurais dû protéger notre intimité. J'ai relu 2 fois, fasciné par cette capacité à transformer une trahison en problème logistique. Je n'ai répondu qu'une ligne. Combien de fois tes réunions ont fini chez Troy Barron ? Silence pendant 6 minutes. Puis, je ne te dois pas ce niveau de contrôle. Ce n'était pas un démenti. Jamais un démenti. À partir de là, tout a changé de nature. Ce soir-là, je me suis garé à 2 rues de son bureau. Pas en détective de série B. Plutôt en homme qui refuse qu'on lui réécrive sa propre histoire. J'avais une casquette ridicule achetée à une station-service. L'allure d'un père divorcé en mission fiscale. À 18h37, Lydia est sortie. Pas seule. Chloé l'accompagnait jusqu'au trottoir. Elles ont parlé vite. Chloé a serré son bras. Lydia a regardé autour d'elle avant de monter dans sa voiture. J'ai attendu 10 secondes et je l'ai suivie. Pas de cinéma. Pas de musique tragique. Juste les feux rouges de Lyon et ma certitude qui se consolidait à chaque carrefour. Elle n'a pas pris la direction de chez sa mère, ni celle de notre appartement. Elle a roulé vers le 6e, a tourné dans une rue calme, bordée d'immeubles trop propres,
s'est garé devant une résidence avec digicode et plantes tristes dans le hall. Puis il est sorti, Troy Barron en personne, sans costume cette fois, chemise claire, veste sur l'avant-bras, l'assurance des hommes qui pensent que tout leur appartient tant qu'ils parlent bas. Lydia s'est approchée de lui avec une familiarité qui m'a coupé l'air une seconde. Pas un doute. Pas une erreur, pas une blague, une habitude, une vraie. Il a posé une main dans son dos. Elle a levé le visage vers lui. Ils sont entrés ensemble dans l'immeuble, comme deux gens qui n'avaient rien à cacher à eux-mêmes. Et moi, derrière mon volant, j'ai compris que le mariage n'était pas la chose qu'elle avait détruite. Le plus grave, c'était le temps, les mois, les promesses. Et quand j'ai vu la lumière du 3e étage s'allumer quelques minutes plus tard, j'ai reçu presque au même moment un message d'un numéro inconnu. Si tu veux savoir depuis quand, appelle-moi. C'est au sujet de Lydia. J'ai regardé le message inconnu comme on regarde une fuite au plafond. On sait déjà que ça va coûter cher. La seule question, c'est combien? Il était 19h12. Lydia venait d'entrer dans l'immeuble de Troy Barron. La lumière au 3e étage était allumée. Et moi, j'étais garé dans une rue chic, à compter les secondes, comme un stagiaire des impôts en crise existentielle. J'ai attendu 2 minutes avant d'appeler. Une voix de femme a décroché. Basse, nerveuse, pas ivre, pas théâtrale, juste fatiguée. Marc, qu'elle a dit sans se présenter. J'ai répondu « Vous avez un talent curieux pour entrer dans ma soirée. » Elle a soufflé, presque un rire. « Je m'appelle Élodie. Je travaille avec Lydia. Et avant que vous me preniez pour une folle, non, je ne fais pas ça pour le plaisir. » Je n'ai rien dit. Elle a enchaîné. Tout le bureau sait qu'il se passe quelque chose entre elle et Troy. Pas officiellement, bien sûr. Officiellement chez eux, tout le monde fait des tableaux Excel et du développement commercial. Officieusement, ça fait 6 mois qu'ils jouent aux adolescents en séminaire permanent. 6 mois. La formule a traversé mon crâne avec une élégance de l'âme administrative. 6 mois. La moitié de notre année, de fiançailles, à part les menus, mutuelles, date de signature, répartition des meubles. Pendant qu'elle gérait un double agenda avec une énergie que notre couple n'avait jamais reçue. « Pourquoi vous m'appelez ?» J'ai demandé. Élodie a marqué un silence. Puis, parce qu'au début, j'ai trouvé ça sordide. Ensuite, j'ai trouvé ça lâche. Et maintenant, ça commence à me retomber dessus. Je me suis redressé. Expliqué. Elle a dit que Lydia se plaignait de moi au bureau depuis des semaines. Que j'étais froid, instable, possessif, incapable de la comprendre. Le portrait pratique de l'homme qu'on salit pour justifier une sortie de route. J'ai fermé les yeux une seconde. Pas par douleur, plutôt par lassitude professionnelle. L'être humain est d'une créativité bouleversante quand il s'agit d'être médiocre. Élodie a continué. Elle disait qu'elle allait peut-être annuler le mariage pour Troy, qu'avec lui c'était évident, adulte, intense. Vous voyez le registre. J'ai répondu « Oui, le dictionnaire des gens qui veulent une tragédie, sans renoncer au confort. » Là, elle a presque ri franchement, puis sa voix s'est refroidie. Le problème, c'est que Troy n'a jamais eu l'intention de quitter sa femme. Ça, je ne l'avais pas encore. Et curieusement, c'est ce détail qui a achevé de rendre la scène vulgaire. Pas romantique, pas dramatique, simplement vulgaire. Un cadre marié jouant au sauveur pour flatter son ego entre 2 réunions. Vous en êtes sûr? Elle a répondu. Marié, 2 enfants, maison vers Caluire, vacances en famille publiées partout où sa femme met des filtres crème sur les photos. Et ce n'est pas la première fois qu'il promet une séparation qu'il ne fait jamais. J'ai regardé l'immeuble en face de moi avec une sorte de calme sale. Lydia n'était même pas l'héroïne d'une grande passion. Elle était l'épisode secondaire d'un homme habitué à se servir. Élodie m'a dit qu'elle pouvait me montrer des échanges, pas forcément explicites, mais assez pour établir les horaires, les rendez-vous, les cadeaux discrets. Les déjeuners clients devenus des après-midi entiers. Elle ne voulait pas être mêlée publiquement à l'histoire, ce que je comprenais parfaitement. En France, tout le monde adore la vérité. Tant qu'elle ne l'oblige pas à assumer un témoignage, nous avons convenu d'un rendez-vous le lendemain, dans un café près de Pardieu, un lieu impersonnel idéal pour démolir des illusions en toute neutralité thermique. Quand l'appel s'est terminé,
Je suis resté encore là, moteur coupé, à observer les fenêtres. Je ne guettais pas une scène. Je laissais simplement les faits s'installer. 6 mois, annuler le mariage, me salir au bureau, croire Troy sincère. Tout se tenait, même les détails les plus ridicules. Les nouvelles robes achetées en promo, les coiffures pour se changer les idées, les parfums testés un mardi soir, parce que Marion en a parlé. Il n'y avait ni Marion, ni promo, ni hasard, juste une petite mécanique d'évitement bien huilée. Je suis rentré chez moi vers 22 heures. L'appartement avait déjà l'air de m'avoir adopté seul. Sa tasse préférée était encore sur l'égouttoir. Son gilet pendait derrière une chaise. Et j'ai éprouvé ce sentiment très particulier qu'on a quand la preuve remplace enfin le doute. Ça ne soulage pas, mais au moins on cesse de négocier avec son instinct. J'ai ouvert mon ordinateur, créé un dossier. Oui, un vrai dossier, intitulé avec un sérieux de comptable blessé. Lydia-Batroy. J'y ai mis la capture de la story, les messages, les heures, le profil LinkedIn de Troy, les notes prises après mon appel avec Elodie. Certains trouvent sans doute ce genre de méthode glaciale. Moi j'appelle ça ne plus servir de paillasson émotionnel. Vers minuit, Lydia m'a écrit « On peut parler calmement ». Cette phrase arrive toujours quand la panique a fini de se maquiller. J'ai répondu « Demain, 18h, chez ta mère, porte ouverte, pas de cinéma ». Elle a mis du temps avant d'accepter, sans doute parce qu'elle comprenait que le tête-à-tête flou, avec larmes et réécriture des faits, venait de lui échapper. Le lendemain, j'ai vu Elodie comme prévu. Tailleur sobre, regard direct. Aucune envie d'être là. Donc probablement la personne la plus honnête de la semaine. Elle m'a montré ce qu'elle avait. Des captures d'écran de l'agenda partagé. Troy bloquait des créneaux avec des intitulés absurdes. Revue stratégique. Point foncier. Client prioritaire. Les jours correspondaient précisément au soir où Lydia m'avait parlé de surcharge. Il y avait aussi une photo prise pendant un déplacement à Annecy. Toute l'équipe à table. Sauf qu'en arrière-plan, dans la vitre, on distinguait leurs reflets à eux. Trop proches, ce genre de détails que seuls les gens trahis apprennent à lire comme une seconde langue. Puis Elodie a lâché la phrase qui a tout rangé à sa place. Lydia croyait qu'il allait annoncer sa séparation après votre mariage annulé. Il lui a demandé d'attendre encore un peu. J'ai reposé mon café, très doucement, parce qu'il ne faut jamais casser de vaisselle quand on reçoit enfin la version complète de son humiliation. C'est trop offrir au décor. J'ai demandé. Et sa femme, elle sait. Elodie a secoué la tête. Pas à ma connaissance. Là, le problème a changé de taille. Il ne s'agissait plus seulement de ma fiancée, qui me prenait pour un imbécile, mais d'un homme marié qui jouait avec 2 vies en parallèle, avec la sérénité confortable de ceux qui comptent sur le silence des autres. Et en sortant du café, avec les preuves dans mon téléphone et le goût amer d'un espresso trop court, j'ai compris que ma prochaine visite ne serait pas pour Lydia, mais pour Troy Barron lui-même, chez lui ou au bureau, peu importait. Cette fois, c'était lui qui allait devoir me regarder en face. Je suis allé voir Troy Barron un jeudi matin, à 8h25, devant le siège vitré de sa boîte à la Pardieu, l'heure idéale pour les hommes qui aiment entrer tôt afin qu'on confonde leur ambition avec du sérieux. Il arrivait avec un café hors de prix, et ce visage reposé des gens persuadés que leurs mensonges sont bien rangés. Quand il m'a vu s'avancer, il a eu ce quart de seconde de flottement que je cherchais. Pas la peur, pas encore, juste le calcul. Marc, c'est ça, qu'il a dit, comme si nous étions 2 paires d'élèves sur le point de parler kermesse. J'ai répondu « Oui, et vous allez m'accorder 5 minutes, parce que après ça, vos journées risquent de devenir nettement moins fluides. » Il a tenté le sourire RH, celui qui veut calmer sans reconnaître. Alors j'ai sorti mon téléphone, la photo du bar d'abord, puis les horaires, puis la résidence du 6e, puis les captures d'écran d'Elodie. J'ai vu la couleur quitter son visage avec la discrétion d'un cadre qui comprend soudain que son bonus peut prendre feu. « Je ne sais pas ce que Lydia vous a raconté », a-t-il commencé. Je l'ai coupé. « Ne m'insultez pas avec des phrases de débutant. Votre problème n'est plus ce qu'elle m'a raconté. C'est ce que votre femme, vos supérieurs et le service conformité pourraient trouver passionnant. » Là, il a cessé de jouer. Il m'a demandé ce que je voulais. Question fascinante.
Comme si la dignité était un menu qu'on compose, j'ai dit que vous arrêtiez immédiatement de la manipuler, que vous ne l'approchiez plus et que vous compreniez que je n'ai aucune raison de protéger votre petite vie parallèle. Il a baissé la voix. Vous faites une erreur. Vous ne savez pas tout. J'ai répondu. Si, justement, vous êtes marié. Vous avez 2 enfants. Vous promettez la même séparation à chaque femme assez naïve pour croire à votre regard fatigué. Et vous comptiez laisser Lydia annuler le mariage pour devenir votre salle d'attente privée. Il a serré sa mâchoire, puis il a dit quelque chose de très révélateur. Elle savait dans quoi elle s'engageait. Les lâches adorent partager la responsabilité quand le plafond leur tombe dessus. Je me suis penché légèrement. Parfait. Vous direz ça à tout le monde avec le même calme. Je lui ai laissé 24 heures, pas par gentillesse, par élégance stratégique, le temps de mesurer l'étendue du problème. Le lendemain, Troy avait déjà disparu du bureau. Arrêt maladie, m'a appris Elodie. Version moderne de la fuite en costume. Mais la mécanique était lancée. Sa femme avait été prévenue, pas par moi directement. J'avais simplement fait en sorte que les bonnes informations cessent de dormir au mauvais endroit. Dans l'après-midi, Lydia m'a appelé 12 fois, puis elle s'est présentée chez moi, sans prévenir, les yeux gonflés. Pas de chagrin romantique. Non, de panique pure. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Elle a lâché en entrant. J'ai répondu. « J'ai arrêté de servir de décor à votre opérette. » Elle m'a accusé d'avoir détruit la vie de Troy. J'ai presque applaudi. Formidable. Donc il en avait bien une à détruire. Merci pour l'aveu involontaire. Elle s'est mise à marcher dans le salon. Rapide. Tendue. Tu n'avais pas le droit de fouiller, de me suivre, de le menacer. J'ai dit « Et toi, tu avais le droit de préparer un mariage, tout en testant une version premium de ton avenir, avec un homme marié. » Elle m'a regardé comme si, pour la première fois, elle réalisait que sa mise en scène ne marchait plus. Alors elle a changé d'angle. Elle a essayé la douleur noble. Je croyais qu'il allait partir avec moi. Je l'ai fixé quelques secondes. Puis j'ai répondu. « Lydia, un homme qui ment à sa femme, à ses enfants, à son entreprise et à sa maîtresse n'est pas un amoureux contrarié. C'est un gestionnaire de stock. » Ça l'a frappé plus fort que mes reproches précédents, parce que cette fois, je touchais à la fiction qu'elle s'était vendue à elle-même. Elle s'est assise, vidée, puis a murmuré « Tu ne comprends pas ?» J'ai souri sans joie. Au contraire, je comprends enfin très bien. Le plus sale n'est pourtant pas venu d'elle, mais des autres, dans les 2 jours qui ont suivi. Certains de nos amis communs ont décidé que j'étais allé trop loin. Formule pratique pour dire qu'ils préféraient l'adultère discret au scandale visible. Chloé a raconté partout que j'étais devenu obsessionnel. Un autre, Bastien, a dit au bar du quartier que j'avais vrillé, comme si défendre sa propre dignité relevait soudain de la pathologie. J'ai laissé parler au début, puis Julien m'a envoyé des captures. Un groupe WhatsApp tournait depuis des semaines. On s'y moquait de moi. On préparait déjà la version où Lydia quittait un fiancé instable. Certains y avaient même ajouté des anecdotes inventées. Une jalousie imaginaire. Des colères que je n'avais jamais eues. C'était donc ça, le vrai travail d'équipe. Salir le type trahi pour blanchir les autres. Et quand j'ai lu un message évoquant des combines bien moins sentimentales, des faux justificatifs, des paiements en liquide pour certains événements, des petits arrangements assez laids pour intéresser d'autres personnes que moi, j'ai compris que je n'allais pas seulement répondre. J'allais ouvrir les fenêtres. Et cette fois, tout le monde allait respirer l'air réel. Le samedi du festival de la ville, place Bellecour remplie de stands, de gobelets en carton et de gens venus juger la vie des autres entre 2 morceaux de saucisson. J'ai arrêté de subir. Bastien m'a coincé près de la buvette, avec son air de procureur de PMU, Chloé derrière lui, outré sur commande. Ça a chauffé. Pas longtemps. Juste assez pour que plusieurs têtes se tournent. Exactement ce qu'il voulait. Me faire passer pour le fiancé qui dérape. Sauf que cette fois, j'étais venu avec mieux que de la colère. J'avais les captures du groupe WhatsApp. Les messages où ils fabriquaient ma réputation. Les faux justificatifs de leur assaut. Les virements étranges pour des prestations jamais faites. J'ai envoyé le dossier aux bonnes personnes, avant même d'arriver. Mairie,
Bureau de l'assaut. 2 journalistes locaux, ravis de découvrir que les grandes leçons de morale reposaient sur une petite plomberie illégale. Quand les téléphones ont commencé à vibrer autour de nous, leurs visages ont changé de couleur. Puis, Lydia est arrivée. Pâle, cassée, trop tard surtout. Troy est parti, qu'elle a dit. Avec sa femme, les enfants, il a demandé sa mutation il y a des semaines. J'ai hoché la tête. Oui, Lydia, tu n'étais pas son futur. Tu étais son salon d'attente. Elle a fermé les yeux, comme si la vérité était plus violente quand elle venait sans musique. Autour de nous, les murmures montaient. Chloé pleurait déjà pour elle-même. Bastien ne regardait plus personne. Et moi, pour la première fois depuis cette photo, je n'avais plus envie d'expliquer. J'ai juste repris ma veste, regardé une dernière fois ce petit théâtre en train de s'écrouler. Puis je suis parti. Seul, calme, presque léger. On m'avait trahi, humilié, sali. D'accord. Mais à la fin, ce n'était pas moi qui vivais dans le mensonge. Ce n'était pas moi qui fuyais. Je n'étais plus le type qu'on trompe. J'étais celui qui avait survécu au carnage, refermé la porte et gardé son nom propre. Work. It's really optimistic of me to be like, I'm just going to download this 100 gigabyte game. Dashboard. Should say on Steam. It just says what percentage. Oh. Estimated 46 minutes, 47 minutes remaining. I'll do it while I'm just doing this. We'll fix it. Okay. Stream Deck plugin. Client ID. There we go. Right. I can't share my screen. I'm traumatized by Blurp. Why, Colin? 1 hour of yap. Do you guys really want to hear me yap for an hour? Last of Us refers to how those of us left after the lockdown. Another Pomo. Sorry? I had everything turned down. I didn't quite hear that. Thanks for the 300 bits, Colin. That's horrific. I'm off to sleep. Night, Michael. Miss you already. Sleep well. Everyone say night-night, Michael. Okay, client secret. Paste. Authorize. Pops out her teeth. We've met in the middle, going to M&S to get nicer and a picky bit. Sunday when we're home for the wedding, we get Chinese. Nice. All round, really good. Okay. Spotify is now reconnected. Does this work? Haha! Oh my god, guys. I'm a genius. I was trying to find something for the dog treat. It's not grandma give me a treat. Sorry, Colin. He's very unhappy right down the side of me because there was a fly again. God, I look a bit blown out. It's in my books. What's in your books? Sorry? Give him a treat. Do you want to do it for free? Please. Give him a tweet, please. He's laying down, he's asleep. I don't want to disturb him. Colin! Colin! Thank you. Chewie, you gonna come say thank you? Ready? See how quickly you can summon. Thank you, Colin. I see these ears moving. Come here, you. Yeah, there he is. Come on. Oh, that's a sleepy little head. Come here. Up you come. Up. Yeah. Oh, mind the microphone, kid. Here we go. Oh. Oh my god, look at this little face. Wait, you have to look at the camera, though. Say hi to Colin. Look. Look. Yeah, good boy. You can have 2. There's my guy. Here you go, baby boy. Is that not? You can have a 3rd one because they're only tiny. There you go. Good boy. Everyone say thank you, Colin. Thank you, Chewie, as well. Thank you for being a handsome. Oh, he's so handsome. His bandana looks a bit silly. He's so handsome. He's just such a handsome boy. The way he rose up. Handsome, shiny boy. You got lots of compliments on your coat yesterday, didn't you? Honestly, the amount I don't know what to say when someone says, oh, isn't he an interesting colour?
Like, can someone who isn't as autistic as me, thank you to the Gigantify, Colin, can someone who isn't as autistic as me tell me what to say in that situation? Like, what do you say? Thanks? Yeah, he looks sick. I don't know. Did you just burp? Like, I don't know. Thanks. I didn't pick him out this colour. You too. That's good. That's good, Roto. Hi, Duke. Oh. What a fucking day. What a fucking day. Oh, really? Thanks, yeah, I like purple too. Oh my god, did you just all see my feet then? Did I just show feet on stream for free? The tag is living up to its, what's the word? Name. Just forgot the word for name. Okay, let's see how our Steam download is going. Okay, the good news is it's not gone down from 47 minutes in that time. It's actually gone up to 48. Oh, now it's gone down to 45. And it's gone back up to 47. We're on 13 gig out of 100, though. And now it's down to 42. Okay, either I'm buying dodgy parts or I'm really unlucky and my third 5090 just decided to start smoking. Oh, God, Duke. Oh, God. I'd still say an hour. Let me read out who Colin got. Colin, thank you so much again. You got Goldie, James,